Bonjour Michel et merci de nous accorder du temps pour cette entrevue. Donc jusqu'à maintenant, Michel, tu as cumulé vraiment plusieurs années de travail dans des fonctions à la fois, je dirais, connexes et variées. Donc au cours de tes années de travail, pourrais-tu nous dire s'il y a eu des changements, que ce soit des événements, des politiques sociales ou des programmes, là? Ça peut être aussi des facteurs juridiques ou légaux qui ont eu un impact déterminant sur les services aux jeunes en difficulté et leurs familles. Il y en a eu beaucoup. Hein? Moi, ça fait plus de 33 ans que je suis dans le réseau. En fait, au début, au CSSMM. Ensuite, après le CSSMM, c'est devenu les centres jeunesse. Puis là, maintenant, on est les CIUS. Il y a eu des changements législatifs, plusieurs, que ce soit du côté de la loi sur la protection de la jeunesse ou encore du côté jeunes contrevenants, code civil aussi. Si je me centre sur la loi sur la protection de la jeunesse, bien évidemment, il y a eu... cette loi-là a évolué au fur et à mesure que notre expérience s'est enrichie, puis qu'on a développé de l'expertise. Puis elle a évolué aussi, je dirais, avec l'apport de la recherche. Dans le sens que la recherche a permis à un moment donné de prendre conscience qu'il y avait des problématiques en protection qui n'étaient peut-être pas assez bien cernées ou pas du tout cernées par la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, des ajustements de ce côté-là. Je pense aux dernières modifications en 2007 où on a ajouté les mauvais traitements psychologiques. Bien, ça s'est fait vraiment dans le contexte de recherche qui a amené, EIQ en particulier, qui a amené à cerner que, bien que ce n'était pas un motif de compromission, on voyait bien que les enfants étaient victimes de mauvais traitements psychologiques. Puis je pense particulièrement à la violence, aux enfants témoins de violences conjugales, puis aux conflits sévères de séparation. Il y a aussi, avec les modifications à la loi, je dirais, un focus qui a été mis sur l'importance d'impliquer, certes, la famille, le jeune, ses parents. Ça, c'était là dès le début, mais ça a été renforcé d'une modification à l'autre. Et d'impliquer aussi les ressources de la famille. Donc, vraiment travailler avec l'environnement immédiat, les mettre à contribution, tisser un filet de sécurité, comme on dit, autour d'un enfant et de sa famille. Avec ça, la notion de responsabilité collective aussi qui a pris de plus en plus de place, ou vraiment d'interpeller l'ensemble des acteurs, même dans la manière dont était rédigé à l'époque l'article 38, c'est les motifs de compromission, mais les mesures qu'on pouvait ordonner ou qu'on pouvait convenir par entente sur mesure volontaire. Le choix des mots a été changé pour vraiment que ça implique et les parents et l'environnement de la famille. As-tu un exemple? Es-tu capable de nous donner ça? Oui. Bien, en fait, tu sais, c'était, mettons, avant, on disait dans les, je ne sais pas, je joue moins avec au quotidien, mais mettons, autour du 91, là, autour d'une situation de confier un enfant à sa tante, c'était les parents confient l'enfant. Tu sais, dans la manière de le dire, c'était pas l'État qui confiait, c'était les parents. Quand on était dans le cadre d'une mesure volontaire, donc article 54, non 91. Donc, dans la façon de l'apporter, le choix des mots. Après ça, 2007, la notion de personne significative aussi, le recours aux ressources du milieu, tu sais, la famille élargie, les grands-parents notamment. Et ça a été l'aboutissement d'un certain lobbying, mais un lobbying qui est né là, de situations qui ont été médiatisées où l'impression était qu'on n'avait pas suffisamment impliqué les ressources du milieu. Donc, au plan législatif, beaucoup de changements. Jeunes contrevenants, parce que je suis aujourd'hui autant directrice de la protection de la jeunesse que directrice provinciale. Du côté jeunes contrevenants, des modifications législatives qui ont été vues au départ beaucoup plus comme une menace au modèle québécois, mais qui, somme toute, n'ont pas eu les effets escomptés. Je pense que la position du Québec, le consensus de l'ensemble des acteurs en jeunes contrevenants a fait en sorte qu'en dépit des modifications législatives, on a pu préserver le modèle québécois puis notre approche de réadaptation. Fait que ça, somme toute, on peut se dire bravo parce que... C'est ça. Est-ce que ces changements-là ont eu un impact sur ta pratique, sur la façon dont toi, tu joues ton rôle de directrice de protection de la jeunesse ou sur la pratique des intervenants aussi? Bien, je pense que oui, parce que c'est comme si, tu sais, ces modifications législatives-là, d'abord, on les a animées, hein, puis en les animant, on a beaucoup fait une réflexion collective autour de la question des droits des enfants, des droits des parents, la question aussi de la dignité, puis tout le volet... De permettre à un enfant de grandir dans la mesure du possible, dans sa famille, bien, c'est quoi les leviers? Puis, tu
ça nous amenait à poser un regard critique sur comment on faisait les choses. Est-ce qu'avant, on interpellait, comme on le fait maintenant, par exemple, les personnes significatives, les personnes dans l'environnement de l'enfant, est-ce qu'on le faisait de façon aussi systématique? La réponse, c'est non. On a développé à la fois une nouvelle posture, mais aussi des nouvelles façons de faire. Toute la notion de la stabilité du projet de vie, important, ça aussi, clarifier le projet de vie d'un enfant, les parents le projettent où dans l'avenir, dans l'éventualité où le projet de retour ne peut pas s'actualiser, bien, toute la notion du projet de vie. Alors, on a développé un cadre de référence, on a travaillé à outiller les intervenants, on parle d'une planification concurrente, pas faire les affaires en étapes 1, 2, 3, parce qu'on se dit que pendant ce temps-là, le temps passe, puis c'est un enfant qui est dans le vide, puis qui s'attache à une famille qui est peut-être pas celle qui peut se projeter à long terme avec lui. Ah oui, ça a eu plein d'implications dans la pratique. Tu nous soulignes une série d'impacts que je considère positifs pour les jeunes en difficulté et leurs familles, mais est-ce que tu y vois des impacts négatifs dans les changements législatifs qui ont eu cours au fil des ans? En protection de la jeunesse, je dirais non. En tout cas, c'est pas les changements législatifs qui ont eu des impacts négatifs, je dirais. Là, il m'en vient pas spontanément où je pourrais avoir un regard plus critique. Ou d'autres changements autres que les changements législatifs, par exemple. Mais je dirais par ailleurs que je pense, c'est un point de vue bien personnel, là, je pense que la notion de projet de vie, la notion des durées maximales de placement, je pense que ça a eu un impact qu'on n'avait pas nécessairement vu venir, qui est une espèce je dirais, de frilosité parfois des juges, de prononcer, en fait, la décision quant à le non-retour de l'enfant dans son milieu familial. On parlait des durées maximales, le placement de 2 ans. Je pense que ça a fait réagir. Il y a des gens qui disaient, voyons, 2 ans, c'est pas suffisant quand tu as un problème de toxicomanie, quand tu as un problème. Fait qu'il y avait des gens qui avaient l'impression que ce délai-là allait desservir, puis allait, dans le fond, priver peut-être un enfant de sa famille. Si on laissait plus de temps à un parent, peut-être qu'il pourrait se reprendre en main. Bon, tu sais, ça confrontait beaucoup les valeurs de chacun, les conceptions de chacun. Et je pense que mon expérience, c'est qu'à la Chambre de la jeunesse, il y a beaucoup d'acteurs à la Chambre de la jeunesse. Il y a l'avocat de l'enfant, l'avocat des parents. Alors, bon, il y a toutes sortes de points de vue qui sont exprimés, ce qui fait que j'ai le sentiment que les causes en protection de la jeunesse se sont étirées, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est comme si cette notion-là du 2 ans, elle est théorique, mais elle ne se vit pas tant que ça dans la vraie vie parce que, tu sais, le 2 ans, il commence à compter quand la décision est rendue. Alors, si ça prend 1 an pour rendre une décision, bon, on est déjà rendu un peu plus que 2 ans. C'est comme si on passait un peu à côté de l'objectif recherché, finalement. Oui, puis je ne sais pas dans quelle mesure l'ensemble des acteurs judiciaires sont conscients de ça ou, tu sais, mais bon, qu'est-ce qui a amené ça? Je pense que c'est une certaine réserve par rapport aux durées maximales. Je pense qu'il y a aussi toute une histoire où les DPJ ont perdu un peu de crédibilité ou un peu perdu la confiance, je dirais, du monde judiciaire. Ou bien on a voulu tellement être prudent. Je ne sais pas si c'est une perte de confiance ou le sentiment, le besoin d'être tellement prudent avant de prendre la décision finale qu'on va chercher une évaluation, puis une autre complémentaire, puis une autre. Et tout ça fait que le temps s'étire. Et finalement, quand on le regarde du point de vue d'un enfant, c'est rare que l'enfant ait été placé puis qu'au bout de 2 ans, on est vraiment à clarifier déjà son projet de vie. C'est comme s'il s'en passe pas mal plus de temps. Okay. Michel, ça fait quelques années quand même que tu es directrice de la protection de la jeunesse. Puis être directrice de la protection de la jeunesse apporte, on le sait bien, son lot d'exigences et de responsabilités. Peux-tu nous parler des principaux défis avec lesquels tu dois composer comme directrice de la protection de la jeunesse? Puis le voir autant en lien avec les particularités de ton travail, en lien avec le soutien qu'on doit apporter au personnel qui exerce ses fonctions dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, des exigences du ministère, etc. Donc, ça serait quoi, grosso modo, les principaux défis auxquels tu es confrontée, toi, comme directrice de la protection de la jeunesse? C'est une petite question. Ben oui, c'est une petite question. Il y en a beaucoup. Il y a les défis du quotidien, il y a les défis de protéger efficacement les enfants, d'aider les familles, de faire en sorte d'éliminer l'attente. Hein. Bon,
En protection de la jeunesse, on le sait, là, l'achalandage est inégal. Hein. Il y a des périodes de pointe, puis là, il y a vraiment beaucoup de signalements. Puis dans ce temps-là, bien, il y a des listes d'attente, on a des délais d'attente, des listes d'attente, donc des enfants pour lesquels on s'inquiète, mais que ça va prendre un certain temps avant qu'on aille voir ce qui se passe pour vrai. Au moment où on se parle, on a 250 situations d'enfants en liste d'attente. C'est beaucoup, c'est plus que ce que c'était, je dirais, il y a 5 ans, il y a 10 ans, là. Donc, c'est préoccupant. Donc, comment ça se fait, comment expliquer, puis c'est quoi les défis? Bien, on a un défi d'attirer les gens, venir travailler dans le domaine de la protection. Ensuite, de les garder dans ce domaine-là. Tu sais, il y a beaucoup de mobilité. On a aussi été dans le contexte des départs à la retraite. Fait qu'on a beaucoup de jeunes intervenants. De façon majoritaire, c'est des femmes, donc des femmes qui ont des enfants aussi. Fait qu'il y a une grande mobilité du personnel, ce qui fait qu'on se retrouve par moment avec des chaises vides ou par moment, on aurait besoin d'avoir du personnel en surplus, puis on n'arrive pas à l'avoir au bon moment. Donc, on a des listes d'attente. Mais il y a aussi, puis ça, c'est un peu plus préoccupant encore, ou en tout cas, un peu plus. C'est préoccupant de la même manière, mais avant ça, on a plus de signalements qu'avant. On reçoit plus de signalements, on en retient plus en protection, donc on peut penser qu'on a plus d'enfants qu'avant en besoin de protection. Pourtant, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'organismes dans le milieu. Comment ça se fait qu'on a plus d'enfants en besoin de protection qu'avant? Ça nous ramène à toutes les conditions, je dirais, socio-économiques, les facteurs de risque présents dans la communauté. En même temps, dans une grande ville comme Montréal, il y a tellement de ressources, il y a tellement je dirais, d'organismes dédiés au bien-être des familles. Comment c'est possible? Parce que ça parle aussi, est-ce que les familles vont vers ces ressources-là? Est-ce que les ressources font le reaching out nécessaire pour aller rejoindre les familles qui n'iront pas cogner à leur porte? Il y a aussi tout le volet des nouveaux arrivants à Montréal. Des gens qui n'iront pas nécessairement d'emblée. Le rapport à l'État est un rapport quand même fait de plus de méfiance. Fait que ces gens-là n'iront pas nécessairement vers les organismes. Puis en même temps, bien, eux autres, ils vivent une série de stress énormes. Puis c'est des gens souvent qui ont une trajectoire assez souffrante. Là. Ils ont vécu de la persécution. Ça, c'est aussi un défi en protection maintenant parce que, tu sais, je me souviens, moi, quand j'étais intervenante, on parlait de la communauté haïtienne ou de certaines communautés, mais on les comptait quasiment sur une main. Là, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On les compte plus sur une main. Il y en a beaucoup, beaucoup. Avec tout ce que ça veut dire en termes de besoin de soutien pour bien interpréter au plan culturel ce qui se joue, puis en même temps, bien, au plan très, très pragmatique là, de la langue. Aujourd'hui, c'est pas simple d'avoir un interprète capable d'interpréter dans toutes les situations parce qu'on n'a pas autant d'interprètes qu'il faudrait. Puis des fois, on n'a pas l'interprète qui parle le dialecte de telle langue. Donc, c'est vraiment une complexité. En fait, ça m'amène à une autre question parce que au Centre jeunesse, mais je devrais dire au CIUS maintenant, il y a plusieurs personnes qui agissent au nom de la directrice de la protection de la jeunesse comme personnes autorisées. Est-ce que tu penses que ces intervenants-là sont suffisamment outillés pour bien assumer le mandat que tu leur confies? Est-ce que l'organisation des services permet aussi qu'ils soient bien à même d'assumer les fonctions de personnes autorisées? Bien, je pense qu'en tout cas, en termes de formation, il y a une pléiade de formations qui leur est destinée. Le défi, c'est que ces gens-là, ça prend quand même un certain temps avant de pouvoir recevoir l'ensemble des formations. Puis après ça, les recevoir, c'est une affaire. Il faut intégrer tout ça dans la pratique. Fait que c'est sûr que c'est pas au premier jour, très certainement. En même temps, c'est un milieu difficile, hein, c'est un milieu exigeant. C'est un travail exigeant à travailler en protection de la jeunesse. Puis c'est pas juste une question de connaissances théoriques, là, c'est aussi une question, je dirais, de sécurité personnelle, c'est une question de maturité, puis ça nécessite un soutien clinique à la hauteur des besoins. Dans un contexte où il y a toute une mobilité du personnel, où il y a beaucoup de nouveaux en apprentissage, c'est sûr que je dirais les chefs, les adjoints, les conseillers cliniques sont essentiels. Puis est-ce qu'ils peuvent répondre à tous les besoins? J'aurais du mal à le dire, mais en tout cas, c'est clair que les besoins sont grands, puis faire correspondre tout ça, c'est un défi au quotidien. Est-ce que tu considères qu'il y a eu une évolution quand même positive au niveau du soutien apporté à l'intervention aux intervenants depuis que toi, que tu exerces les fonctions, même d'intervenante, mais depuis que tu exerces les fonctions de directrice de la protection de la jeunesse? Oui. Ben, en tout cas, si je réfère à quand moi j'étais intervenante, on va se dire qu'il s'en est passé des affaires. Là, aujourd'hui, dans chacune des équipes, il y a un adjoint clinique qui joue vraiment
un rôle de soutien, d'accompagnement. Et puis ça, je pense que quand tu commences, bien, en tout temps, mais particulièrement quand tu commences dans ce domaine-là, d'avoir quelqu'un à qui te référer, avec qui réfléchir, puis pour être sûr que tu fais une bonne lecture des facteurs de risque, des facteurs de protection, puis pour prendre les décisions. Il y a les consultants cliniques aussi, là, qui sont psychologues, qui sont de différents horizons, mais qui sont vraiment là pour apporter un éclairage dans les cas complexes. Bien, ça aussi, c'est un plus, là, puis ça permet vraiment un soutien. On parle aussi maintenant, on fait de la révision en présence. Fait que le réviseur, tu sais, avant, moi, quand j'ai commencé, le réviseur, il faisait un exercice de révision, mais à partir du dossier papier, à partir des rapports qu'on lui envoyait. Aujourd'hui, il s'assoit avec les intervenants, puis la famille, puis le jeune. Ça lui permet une compréhension beaucoup plus vaste, je pense. Et le réviseur peut contribuer vraiment aussi en termes de soutien clinique, parce qu'il amène une autre lecture, ça permet d'objectiver, ça permet de mettre en perspective la vision de un versus la vision de l'autre. Oui, franchement, est-ce que le coaching aux nouveaux intervenants est toujours en place? Le programme coaching est toujours en place, ouais. Puis la volonté, c'est de préserver le programme coaching. La question, c'est est-ce qu'on peut le préserver dans sa formule actuelle? Est-ce que... ça, c'est à regarder. Tu sais, au moment où on se parle, on a des coachs désignés. Maintenant, est-ce que quand on parle d'optimisation puis quand on parle d'amélioration continue, je dirais que ça fait partie de ce qu'on... En tout cas, à la DPJ, de ce qu'on a commencé à regarder en se disant, c'est clair que les intervenants ont des besoins de coaching. Il n'est pas question de ne pas répondre à ce besoin-là. Mais y a-t-il d'autres manières de le faire que la formule actuelle? Michel, tu y as touché quand même un peu jusqu'à maintenant, mais si je te demandais quelles sont, à ton avis, les conditions essentielles à respecter pour assurer la qualité des services dans le futur? Et ça, vraiment, quand on regarde un peu la réalité des intervenants, quand on regarde les lois, quand on regarde ce qui se fait au niveau de la recherche, qu'est-ce qui est à faire, à ton avis, pour sans cesse améliorer la qualité des services? Donc, ça serait quoi, selon toi, les défis majeurs, les conditions essentielles à mettre en place? Bien, en partant, je dirais tout simplement, je pense que c'est important qu'on continue de s'intéresser à cette pratique-là, à poser un regard critique sur, je dirais, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, les zones, puis les zones d'amélioration. Puis dans les zones d'amélioration, bien, je pense que tous les acteurs sont capables de contribuer à ce qu'on pose un regard critique autour de ça. Puis quand je dis tous les acteurs, je pense d'abord aux jeunes et aux parents, qui sont ceux qui reçoivent de nos services. Je pense qu'ils peuvent nous aider à poser un regard autour de ça. Est-ce qu'on leur a laissé suffisamment de place jusqu'à maintenant, à ton avis, parce que... On ne leur a pas laissé tant de place que ça. Je pense qu'on leur en laisse de plus en plus, puis c'est une très bonne nouvelle. Tu sais, quand on fait des projets d'amélioration maintenant, on les invite de façon plus systématique. Ouais. On les sonde aussi de façon plus systématique. On va chercher leur point de vue. Nous, on a fait, à la DPJ, on a fait un projet d'amélioration sur les délais d'évaluation dans le contexte de l'évaluation-orientation. Puis on a fait un sondage auprès d'eux, parce que moi, je peux dire les délais sont trop longs, ça n'a pas de bon sens, mais quand on pense les familles qui traversent le processus puis qui ont vécu, puis ça a été vraiment un plus que d'aller chercher leur point de vue. Et les intervenants sont hyper sensibles au point de vue des familles. Et je pense que dans ce sens-là, c'est intéressant d'aller systématiquement le chercher. Donc, oui, il y a tout ça, mais il y a aussi, on est chanceux, là, on a un institut de recherche, on est institut universitaire, donc cet institut de recherche-là permet vraiment de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde, puis d'apporter ça chez nous, puis de réfléchir, nous, à nos pratiques autour de ça. Et je pense que quand on regarde à travers le temps, toute l'évolution des connaissances en matière d'attachement, le développement du cerveau dans le domaine gagne et délinquance, il y en a eu beaucoup de recherches qui ont amené des réflexions puis qui ont permis d'améliorer nos pratiques. On a fait des laboratoires, on a développé ensemble, recherche et cliniciens. Je pense à Main dans la main, par exemple, et puis je pense à plusieurs autres projets qui ont été faits au Centre jeunesse où vraiment ça a permis de mettre en commun expérience et connaissances, puis de là est ressorti des développements de pratiques qui, à mon avis, servent vraiment l'intérêt de la clientèle. Ça, il ne faut pas arrêter de faire ça, il faut continuer. Je pense qu'en même temps, un coup qu'on a dit ça, il faut aussi investir. Il faut continuer il faut investir la recherche. Donc, il faudrait faire de la place aux recherches dans le domaine de la jeunesse, mais il faut aussi investir le développement professionnel des intervenants. Et moi, je dis, il faut aussi maintenir l'encadrement clinique qui est présent, qui est là présentement, qui, peut-être, vu de l'extérieur, quand on compare, on pourrait se dire, oui, mais
Est-ce vraiment nécessaire, par exemple, d'avoir des adjoints cliniques dans les équipes? Est-ce vraiment nécessaire? Je pense que la question est légitime, on peut la poser. Mais je pense qu'il y a un gain très certainement quand on veut implanter, quand on veut, en fait, continuer de faire du développement de pratique, quand on veut continuer je dirais, d'expérimenter aussi, d'intégrer dans la pratique des développements, bien, il faut se donner les moyens de le faire. Puis je pense que les chefs et les adjoints, ils jouent un rôle important là-dessus. Michel, en terminant, si tu avais une seule recommandation à faire pour optimiser les services auprès des jeunes et de leurs familles, quelle serait-elle? Et là, je vais te nommer un certain nombre de personnes. Par exemple, si tu avais une recommandation à faire au ministre de la Santé et des Services sociaux ou encore à la ministre déléguée à la protection de la jeunesse, qu'est-ce que tu lui dirais dans la perspective vraiment d'améliorer les services aux jeunes et aux familles? D'arrêter de transformer les structures ou peu importe, mais... Bien, ministre Santé et Services sociaux, première affaire que j'aurais envie de leur dire, c'est faites une place aux préoccupations qui concernent les jeunes, les enfants, la jeunesse, la famille. Faites une place parce que le ministre de la Santé, là, il parle à peu près jamais des services sociaux. Tu sais, sa loupe, il l'a mis sur les services de santé. Est-ce que c'est parce qu'il se dit que tout va bien du côté des services sociaux? Je ne sais pas, mais ce qui fait que le fait de ne pas en parler, le fait de ne pas questionner, le fait de ne pas mobiliser l'ensemble des acteurs sur des besoins, en fait, puis des pistes de développement, bien, ça fait que les services sociaux, au moment où on se parle, vont pas trop mal, mais sont appelés éventuellement à se détériorer si on les investit pas, si on n'en fait pas une priorité, si on n'en parle pas puis qu'on ne suit pas leur évolution. Ça me préoccupe. Tu sais, au Québec, on est 19 DPJ, la loi doit s'appliquer de la même manière partout. Ça fait à peine 6 mois qu'on a finalement officiellement une table des DPJ, mais ça a été difficile avant d'obtenir. Et je pense que ce qui était peut-être pas bien perçu, c'est tout l'enjeu de la cohérence puis de la constance dans l'application de la loi partout au Québec. Puis il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans des inéquités dans l'application de la loi. Il ne faudrait pas qu'il y ait des régions qui ont une offre de services étoffée, par exemple, puis bien soutenue par la recherche, puis que dans d'autres secteurs du Québec, cette offre-là s'appauvrisse parce que finalement, chacun évolue en vase clos. Il faut vraiment pouvoir soutenir une vision, avoir une vision, soutenir du développement. Je regarde juste la question des fugues, la question de l'exploitation sexuelle. On a besoin de faire des chantiers provinciaux là-dessus. Bon, ça a été fait, il y a eu des investissements, mais il y a eu une grosse crise pour en arriver à ça. Mais ce que ça nous dit, par ailleurs, pour moi, c'est qu'il faut pouvoir voir venir davantage, puis il faut pouvoir vraiment travailler dans une vision provinciale, puis être très proactif. Une recommandation au PDG, je mets PDG au pluriel, des CIUS. Est-ce que tu aurais une recommandation à leur faire, eux? Mon Dieu! Toujours dans la perspective de dire, ben, vous devez vous soucier de l'amélioration de la qualité des services aux jeunes et aux familles. Bien, je pense une recommandation, puis c'est un petit peu du cœur que je la fais, peut-être de prendre le temps de regarder, de comprendre c'est quoi la direction de la protection de la jeunesse, c'est quoi le rôle et le travail du directeur de la protection de la jeunesse. Je pense que je fais un parallèle, je pense que le travail du directeur de santé publique est beaucoup mieux connu que celui du directeur de la protection de la jeunesse. Et je pense qu'il faut prendre le temps de regarder parce qu'il y a beaucoup de confusion autour du travail, du rôle du directeur de la protection de la jeunesse dans l'organisation. Les gens confondent direction de la protection de la jeunesse, direction programme jeunesse. Bon, on fait toutes sortes, on fait des efforts et on va être très proactif pour, je dirais, faire le départage au fur et à mesure. Mais il y a quelque chose de la méconnaissance et de la loi, et du rôle, et de la responsabilité sociale du DPJ. À tes collègues DPJ, est-ce que tu aurais des suggestions à faire, une recommandation? Oui, mais en fait, qu'il faut travailler ensemble, réfléchir ensemble, discuter ensemble, puis veiller ensemble à ce que la loi s'applique comme elle doit s'appliquer, d'être hyper rigoureux, mais qu'on le fasse vraiment dans
ensemble, vraiment dans un point, comment je dirais ça, qu'on le fasse ensemble dans une vision partagée. Vraiment, c'est notre enjeu. On avait une table des DPJ, puis malgré tout, on réalisait que parfois, il y avait des glissements. Tu sais, quand la réalité s'impose, on s'adapte à la réalité, chacun de notre côté. Mais si on ne ramène pas les affaires, ce qu'on réalise un peu plus loin, c'est que par rapport à une norme, oups, là, elle ne s'applique plus tout à fait de la même manière. Fait qu'on a cet enjeu-là. Puis je pense que les DPJ, j'aurais le goût de dire, soyons proactifs, soyons debout, faisons valoir notre point de vue. Restons ouverts aussi restons ouverts en général, mais je dirais dans les médias aussi. Je pense que ça, c'est important parce qu'on a été gagnant de s'ouvrir aux médias pour faire connaître le travail qu'on fait. Protection de la jeunesse, je dirais le pacte social repose beaucoup sur la confiance des citoyens à l'égard de la protection de la jeunesse. Si les gens ont confiance et pensent vraiment qu'on peut protéger un enfant et aider une famille, ils vont nous interpeller. Si cette confiance-là est atteinte, elle est moindre, bien, il est probable que les gens aient moins le réflexe de nous interpeller. Puis ça va vouloir dire des enfants tout seuls dans leur coin qui auraient besoin d'aide et qui ne l'auront pas. Une recommandation au monde judiciaire, aux juges, aux avocats. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, en fait, qu'on ait des espaces de dialogue pour peut-être... je dis mieux se comprendre. Je comprends très bien la réserve judiciaire, puis je la respecte tout à fait, puis c'est pas de ça dont je parle. Mais je pense qu'on est ensemble dans un espace, puis on est des acteurs qui agissons ensemble auprès d'une famille dans le contexte judiciaire. Mais il y a peut-être des sujets où on aurait intérêt à faire le point, à se donner du feedback mutuel sur nos façons de faire, sur les processus. On s'entend pas sur les dossiers, pas sur les familles. Puis se dire qu'au fond, on est collectivement responsable de l'expérience d'un jeune et de la famille dans le passage au tribunal. C'est vrai aussi pour tous les avocats. Tu sais, je pense par exemple aux nouvelles modalités nouvelles, ne sont plus si nouvelles que ça, 2007, là, qui ont été introduites dans la loi autour de la conférence de règlement à l'amiable puis autour de la révision sans audition. C'est fascinant comment, aujourd'hui, 2017, 10 ans plus tard, on n'a pas vraiment réussi à mettre ça en place. Pourtant, ce serait vraiment dans l'intérêt des familles à chaque fois que c'est opportun. Mais ça parle de la difficulté qu'on a comme acteurs, tous ensemble, au niveau judiciaire, à s'organiser puis à faire en sorte que ce soit possible. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'il faudrait prendre le temps à un moment donné d'adresser ensemble. Au milieu de la recherche, aux chercheurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Continuez votre beau travail, continuez de s'intéresser aux sujets qui nous intéressent. Je pense que la recherche, moi j'ai apprécié qu'à travers le temps, les chercheurs s'intéressent à ce qui nous intéresse. Que, tu sais, au fond, peut-être qu'au début, on avait le sentiment que les chercheurs décidaient de leur objet de recherche, puis après ça, ils nous en informaient. On est rendu ailleurs, on est dans quels sont les besoins, qu'est-ce qui nous préoccupe, c'est quoi dans notre société. Tu sais, on a des sociétés mouvantes, des nouvelles réalités cliniques qui nécessiteraient qu'on s'y penche. Je pense aux violences basées sur l'honneur, je pense aux phénomènes de radicalisation. Bien, aujourd'hui, on peut lever la main puis dire on souhaiterait qu'un chercheur s'intéresse à ça, puis habituellement, un chercheur s'y intéresse. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. On est vraiment, je dirais, dans un dialogue. Et puis, dans la suite des choses aussi, dans l'évolution, dans le développement de la recherche, puis finalement, comment on transfère les connaissances, bien, on fait vraiment équipe. Ça, c'est un plus. Fait que moi, je dis, restez avec nous, on vous apprécie beaucoup. Et finalement, quelle recommandation tu ferais aux jeunes intervenants puis aux jeunes gestionnaires? Parce que c'est eux qui vont être là dans les années à venir. Bien, aux jeunes intervenants, je dirais que même si c'est un travail exigeant, j'en conviens, c'est un travail qui, par moments, nous confronte à nos limites, pas à notre impuissance. Je les amènerais quand même à regarder comment, je pense individuellement, chaque intervenant contribue à faire la différence dans la vie d'un enfant. Puis ça, moi, j'ai toujours trouvé que c'est une opportunité rare dans son travail au quotidien de penser qu'on améliore un peu, il faut rester humble, là, mais quand même un peu le sort du monde. Puis ça, je pense que dans les moments de découragement, il faut se rattacher à ça parce que c'est fondamental, je pense. Aux gestionnaires, bien, je dirais que chaque époque a eu son lot de défis. En ce moment, il y a un lot de défis, mais chaque époque a eu son lot de défis. Mais je pense que
sais, il y a beaucoup de talent, puis il y a beaucoup de potentiel là, dans nos environnements, beaucoup de potentiel humain dans nos environnements. Puis des gens qui ont envie de mettre l'épaule à la roue. Fait que je pense plus on va travailler ensemble, puis qu'on va mettre l'ensemble de ces talents-là à contribution, là, bien, plus, moi, je pense, on va se donner les moyens de relever les défis qu'on a à relever. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir, merci.